Merci bien, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, hier, avant qu'on ne quitte la salle, le ministère public disait qu'il a accompli un certain nombre de diligences dont il veut livrer ce matin les résultats. Parce que les débats ont débuté il y a quelques mois. Beaucoup de choses ont été dites dans cette salle et au fur et à mesure, on accomplissait des diligences pour davantage éclairer la lanterne du tribunal. Parmi ces diligences, Monsieur le Président, on a adressé un courrier à Monsieur le sous-préfet de Manéa par rapport au colonel Claude Pivy. Parce qu'au cours de son interrogatoire ici, à la barre, l'accusé Claude Pivy, alias Coplan, déclarait en ces termes: le 28 septembre 2009, très tôt le matin, je m'étais rendu à Manéa pour exécuter une mission du président Moussa Dadis Camara qui consistait à faire arrêter des militaires armés qui avaient volé des véhicules pick-up appartenant à l'armée guinéenne et qui y séjournaient depuis des jours. Dans le souci donc de procéder à une vérification de cette déclaration de l'accusé, notre parquet a adressé le courrier numéro 001 du 11 janvier 2023 à Monsieur le sous-préfet de Manéa. En réponse, celui-ci, par courrier numéro 02, arrivé à notre parquet le 16 janvier 2023, affirmait en substance comme suit. Le 28 septembre 2009, selon les marchands du marché de Manéa, ils ont aperçu le matin, entre 8h30 et 9h, une colonne de véhicules pick-up à bord desquels il y avait des militaires bérets rouges commando provenant de Conakry, traversant le marché de Manéa en direction de la carrière Somiac. Cette colonne était dirigée par le colonel Claude Pivy. Par ailleurs, selon un citoyen, lundi 7 février 2009, vers 9h, assis à côté de la maison des jeunes de Manéa, il a aperçu une colonne de véhicules pick-up 4x4 de plus d'une quinzaine venus garer auprès de la maison des jeunes de Manéa. À bord de ces pick-up, il y avait des commandos bérets rouges armés. 5 minutes après, ils ont emprunté la direction de Yamala, terrain de foot, situé à 800 mètres de la route nationale numéro 1. Le cortège était très impressionnant, dirigé par le colonel Claude Pivy, qui a été reconnu par les citoyens à travers des coris sur la tête. Et un autre citoyen témoigne que le cortège s'est dirigé au domicile de M. John Alassane, formateur des militaires en karaté. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé John. Après, ils ont donc placé un barrage de contrôle militaire entre Somaya Mosquée et Manéa sur la route nationale numéro 1. Ces cortèges étant impressionnants, aucun civil n'a osé les approcher pour savoir les raisons de leur présence dans les quartiers. Par contre, aucune autorité administrative et politique d'alors n'était consultée. Voici la réponse que M. le sous-préfet de Manéa nous a envoyée par rapport au colonel Claude Pivy. On a donc fait la photocopie de ce courrier. Nous allons vous donner une copie et les autres parties aussi vont en avoir. Monsieur le Président, on va donner lecture de ces courriers ou bien vous préférez qu'on les partage simplement? Voilà, c'est mieux, Monsieur le procureur, parce que je ne comprends pas.
c'est mieux que vous partagez les courriers au moment venu. D'accord. Vous pouvez les commenter. Il n'y a pas de problème. Ah, merci bien. Voilà, aussi, il y a le CH Donka, le CHU Donka qui en a envoyé, c'est là aussi. Donc, il y a la clinique Marwan par rapport à CC Raphaël qui a aussi envoyé une réponse. Il y a la direction centrale des investigations judiciaires PM3 par rapport à Kalonzo. Il y a la Banque centrale par rapport à l'ouverture d'un compte au nom du régiment commando. Et enfin, il y a Kalia. On avait déjà distribué ça, mais on a préféré refaire la photocopie. C'est bon. Monsieur le Président, distingués assesseurs, nous avons également apprêté la liste provisoire des témoins que nous entendons faire citer. Nous les avons catégorisés en deux. Il y a certains témoins qui avaient déposé devant le pôle des juges d'instruction. Et dans notre lecture des faits, nous avons estimé que ces témoins-là doivent également venir à la barre de ce tribunal-là pour déposer. Ensuite, il y a une catégorie de témoins dont les noms ont été révélés au cours de l'audience. Donc ces témoins n'avaient pas préalablement été entendus par le pôle des juges d'instruction. Nous voulons également les citer. Donc pour ne pas prendre votre temps, je ne vais pas me livrer à une lecture, Monsieur le Président. Nous allons vous communiquer la liste des 10 témoins et le moment venu, nous allons les citer. C'est sur le fondement des dispositions de l'article 422 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, honorable assesseur, hier soir, nous vous avions indiqué que nous avions des réquisitions à vous présenter. Pour des raisons de convenance personnelle, nous avons préféré ajourner les dites réquisitions. Donc vous voudrez bien continuer l'audience avec l'audition de témoins comparants. Je vous remercie. Vous avez fini de distribuer les pièces.
Monsieur Uribailo. Vous voulez parler dans quelle langue, s'il vous plaît? Française, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, Monsieur le Président. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Je me nomme Ouribay Loba. Vous avez quel âge? Je suis né en 1970. Où? À Pita. Quelle est votre profession? Je suis avocat, Monsieur le Président. Où vous êtes domicilié? Actuellement à Tombolia, commune de Matoto. Alors, dites au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Permettez-moi, avant toute chose, d'envoyer une pensée très pieuse, mais très forte, à toutes les victimes, aux morts, aux disparus, aux femmes violées, aux personnes battues. Bref, même à toutes les personnes, même n'ayant eu une petite blessure, mais qui ont tout simplement été tellement impressionnées par la violence des massacres. Ainsi, moi je suis partie civile parce que j'ai perdu lors de ces événements mon petit frère bien-aimé qui s'appelait Elijah Sanba. Ce jour du 28 septembre, il est sorti, mais ce n'était pas dans l'intention d'aller au stade. En fait, il avait un programme avec un de ses amis pour aller assister à un baptême dans la belle famille de ce dernier. Donc, il est sorti l'attendre au bord de la route. Mais il a été emporté par la vague des mouvements, la foule des manifestants qui l'a suivi. L'a suivi sans même savoir comment il est arrivé au stade. Mais permettez-moi auparavant de vous parler la veille. C'était une habitude pour lui. Moi, j'habitais en ce moment Kaloum, le quartier sans fil précisément. Lui habitait Hamdallah. Donc, tous les week-ends, les vendredis, il descendait chez moi entre 17h et 18h, où il restait jusqu'à 22h avant de rejoindre chez lui, Hamdallah. Mais ce jour-là, cela n'a pas pu avoir lieu parce que il avait un programme, bon, il y avait un mariage d'un de ses amis où il est allé assister. Puis le dimanche, il n'a pas pu venir aussi parce que il me disait qu'il devait se préparer pour le lundi, là, comment on appelle ça, pour
accompagner son ami au baptême. Donc, ce jour du 28 septembre, aux environs de 9 h, en tout cas très tôt dans la matinée, c'est moi qui l'ai appelé parce que je savais qu'il y avait ces manifestations. Il n'a pas l'habitude d'aller dans les manifestations. Donc je l'ai appelé pour connaître sa position. Il m'a dit qu'il était là dans l'attente de son petit frère et de son ami, mais la foule, quand la foule est arrivée à son niveau, vraiment il l'a suivi. Donc il est en route pour le stade. Donc son programme de baptême a été avorté là. Donc une fois au stade, c'est moi qui l'ai appelé. Je lui ai dit, où est-ce que vous êtes? Où en es-tu? Excusez-moi, est-ce que vos lunettes là sont des lunettes pharmaceutiques? Non, ça c'est pas pharmaceutique. Mais ça me permet, à cause de la lumière qui me gêne. Je porte les pharmaceutiques pour lire simplement. D'accord. Voilà. Parce que là, si voilà, on voulait voir vos yeux. J'ai pas compris. On voulait voir vos yeux. Ah. Voilà. Si vous pouvez les enlever, si vous pouvez parler comme ça, Ok, c'est seulement la lumière qui me gêne. Ça, vous ne pouvez pas? Non, je peux aller. Si ça me fait mal, je vais porter. D'accord. Alors, il m'a dit qu'il est aux alentours de l'esplanade. Il y avait une foule énorme, qu'ils sont là, mais qu'il y a aussi les gendarmes qui sont là. Donc, qu'ils se regardaient en face. Et puis, un autre instant, c'est lui qui m'appelle pour me dire que la pluie, il y a eu la pluie. Les gendarmes ont lancé les gaz, mais il y a eu la pluie. Donc ça a permis que les gens se dispersent à cause de la pluie. Les gens sont rentrés dans les quartiers de l'Andrea et de Dixon. Mais c'était une pluie qui n'a pas duré, une forte pluie, mais qui n'a pas duré. Donc ça s'est arrêté, et puis les gens sont revenus encore à leur place. Et là, c'est lui qui m'a informé aussi que les gendarmes ont tiré des gaz, et là, il y a eu les premiers morts. Deux personnes sont tombées sur l'esplanade. Et lui, il l'a vu personnellement. 2 personnes sont tombées. Ça, c'était en présence, m'a-t-il dit, de colonel Keboro. Il était présent avec ces hommes. Après, il m'a dit que des tractations se sont poursuivies, ont eu lieu avec les leaders. Suite à quoi, les leaders, les manifestants et le groupe de gendarmes qui étaient là sont tous dirigés vers le portail du stade. Puis on a ouvert, ils sont rentrés tranquillement, sans problème. Après un certain moment, c'est moi qui l'appelle, là il était maintenant à l'intérieur, m'a dit que tout se passait bien. Il n'y avait rien, c'est des discours. J'entendais en fond sonore des discours. Puis j'ai coupé. Mais à chaque fois, chaque 5-10 minutes, on s'appelle. Soit c'est lui qui m'appelle, ou bien c'est moi qui le rappelle. Donc, vers les 11h, enfin, en tout cas vers midi comme ça, midi moins, c'est moi qui l'ai appelé. Il m'a dit,
Ils sont rentrés. Ils sont rentrés. Les bérets rouges sont rentrés. Ils tirent. Et j'entendais au téléphone les crépitements des balles. J'entendais les cris des gens qui cherchaient à fuir. J'entendais son essoufflement. Parce qu'il courait aussi. Je lui ai demandé de tout faire pour essayer de sauver sa peau. Il m'a dit, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai dit, alors ne raccroche pas là, maintenant. Je veux qu'on garde le contact. Il m'a dit, d'accord, frère. Il est resté à courir, j'entendais son allaitement. Puis, d'un coup, je ne sais pas si c'est le téléphone qui est tombé ou quoi, mais le téléphone marchait, mais lui, je ne l'entendais plus. J'entendais plus sa voix. Mais le téléphone était toujours là, j'entendais les mouvements, j'entendais les bruits de pas, j'entendais les crépitements. Mais lui ne répondait plus. Alors là, ça m'a inquiété. Puis quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a pris le téléphone et puis il l'a coupé. Depuis cet instant, je n'ai plus de contact avec lui. Alors, d'où l'inquiétude. Vers 12 heures, je mets la télé sur France 24. Je vois en bande passante massacre au stade du 26 septembre. Bilan provisoire, 10 morts en bande passante. D'où l'inquiétude croissante. Je n'avais plus de contact avec lui. Je n'avais aucune nouvelle de lui. Mes autres sœurs et frères, tout le monde cherchait à m'appeler pour savoir si je n'ai pas de nouvelles. Les amis, bref, tout le monde, tous ceux qui le connaissent. À 13 heures, certains de mes amis ont dit, bah, écoute, ils ont commencé à transporter certains blessés aux urgences, notamment à Donka et à Ignace-Dine. Immédiatement, je me suis transporté d'abord à Ignace-Dine, aux urgences, où on a fouillé partout, mais là, on ne l'a pas trouvé. À 14 heures, on s'est transporté en compagnie de ma femme et 2 de mes grandes sœurs à l'hôpital Donka. Et là, j'ai été témoin de certaines scènes. J'ai vu arriver certains corps. On a débarqué des ambulances. J'ai vu certains blessés aussi qu'on a débarqué, même dans certains Mabana. Mais les urgences étaient tellement pleines, il y avait tellement une cacophonie que c'était pas possible, on pouvait rien comprendre. Mais j'ai vu aussi du sang humain couler comme si on était dans une boucherie. Du sang qui coulait et qui suintait, qui descendait les marches. On a fouillé là, aux urgences là. On ne l'a pas retrouvé. Mais quelqu'un nous avait dit que quelqu'un qui lui ressemblait était en service de traumatologie à Donka. Ma femme et l'une de mes grandes sœurs sont montées. Mais malheureusement, ce n'était pas la personne, ce n'était pas lui. Et plus tard, aux alentours de
16 heures comme ça, puisque des corps qui étaient débarqués, les ambulances, on voyait que les ambulances se dirigeaient vers la morgue. Alors, on cherchait quand même à voir, mort ou vivant, on cherchait à le retrouver. Mais toutes ces recherches-là sont restées vaines. Et aux alentours de 16 heures, entre 16 heures et 17 heures, hein, je crois bien, si je ne me trompe pas, les parents de victimes étaient là, nombreux à la morgue. Et puis, on a vu des bérets rouges arriver pour chasser tout le monde, que la morgue est interdite. Et puis, j'entends annoncer, c'est le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé est là. Et les bérets rouges sont là pour garder la morgue. Désormais, personne ne va voir un corps là-bas. On a tout fait, mais on ne nous a pas du tout laissé s'approcher de la morgue. C'est là d'ailleurs que l'une de mes grandes sœurs a foulé son pied en essayant de fuir suite à la poursuite des bérets rouges qui étaient venus garder la morgue. Je précise d'ailleurs que la voie là, c'est-à-dire du carrefour Donka, carrefour Cam-Boaro là, a même été pris. Donc personne ne pouvait passer par là. Mais nous sommes restés aux abords. C'est là que, aux environs de 18 heures, j'ai reçu la nouvelle fatidique. Étant dans ces recherches-là, j'ai reçu un coup de fil d'une personne qui était au stade, qui a d'abord commencé par me demander si on a retrouvé mon frère. J'ai dit, nous sommes sur les recherches. Il dit, ah, mon frère? J'ai dit oui. Il dit, sois courageux. M'a dit mon frère, j'ai vu Hassan parmi les morts. Dit que j'ai vu Hassan parmi les morts. Pour être sûr, je me suis approché de lui.
de son corps, j'ai bien vu que c'était lui. Pour avoir une preuve, j'ai fouillé dans sa poche. J'ai pris, il avait dans sa poche une clé et 7000 francs. Donc j'ai pris ça en guise de preuve. Mais je n'avais pas osé vraiment donner l'annonce. Je lui ai demandé où est-ce qu'il a envoyé la clé. Il m'a dit qu'il partait pour remettre à mon beau-frère. Donc ce qu'il a fait, dès qu'ils ont envoyé la clé, mon beau-frère est parti ouvrir. Il a mis la clé, il a ouvert chez lui. Il a dit, ouais, c'est sa clé. Il l'a refermé tranquillement. Lui aussi, il est resté là. Après, il n'a pas eu d'abord le courage d'informer, tout comme moi. Après, on l'a quitté. Donc, j'ai dit, rentrons à la maison, puisque on ne le voit pas, puisque je venais aussi d'apprendre la nouvelle là. Donc, une fois à la maison, je leur ai dit, écoutez, j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, alors qu'on était à Donka. Mais on m'a dit qu'on a vu notre frère parmi les morts. Il a même eu la preuve que c'est lui. Il a pris sa clé, on a vérifié, c'était bien lui. Bah. Alors, donc mes sœurs sont restées avec moi en ville là-bas jusqu'à 19h. Après, elles sont rentrées parce que elles habitaient la banlieue. Et on a informé quelques parents parce que mon papa et ma maman étaient en ce moment à Pita. Mais très inquiets, eux aussi étaient au bout de fil à chaque moment. Mais là, j'avoue qu'on ne leur a pas donné la nouvelle immédiatement. Parce que, quelque part, on ne pouvait pas, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours dire que c'est pas lui. C'est pas lui, peut-être que se sont trompés, peut-être qu'on l'a amené ailleurs. Donc, le lendemain, mardi, on a continué les recherches, toujours. C'est-à-dire, on voulait soit son corps, soit s'il est vivant, qu'on sache ce qu'il est devenu. Donc, nous avons été au camp, parce que je précise qu'on avait des frères militaires. Ces frères nous ont dit, écoutez, il y a des gens qui ont été des manifestants qui ont été envoyés au camp ici. Mais nous, on ne peut rien. On ne peut rien, vraiment. Mais nous vous informons qu'il y a des manifestants qui sont arrêtés. Ils sont au camp ici. Allez-y voir chez Pivi et chez Tchéboro. Allez-y. Peut-être que vous allez voir là-bas. Je précise qu'actuellement, ces gens-là sont des colonels. Et
jeter leur nom ici. Mais à l'époque, ils nous disaient qu'ils ont les mains liées, ils n'osaient pas. Mais quand même qu'ils sont témoins de ça. Donc, d'aller là-bas. Donc, deux de mes grandes sœurs et moi, nous avons été au camp. Quand nous sommes rentrés, moi, je suis resté dans la voiture. Je ne sais pas comment ça s'appelle là-bas. Là. Et mes sœurs sont allées. Ce qu'elles ont pu faire, c'est qu'elles entendaient les cris des gens. Parce qu'on leur a dit, ce que vous allez faire, vous hélez la personne. Si l'intéressé se trouve dedans, il va vous répondre. Il y avait aussi des personnes à l'intérieur qui appelaient. Donc, ils sont allés, ils ont appelé le nom de mon frère. Ils ont appelé le nom de mon frère. Il n'y a pas eu de réponse. Et chez Keboro et chez Pivi. Mais il y avait des gens dedans qui demandaient au secours, aidez-nous, aidez-nous. Les autres, mes sœurs aussi ont dit, nous aussi nous sommes à la recherche de quelqu'un. Et ces recherches, je précise, nous les avons effectuées, mais souvent, c'est dans l'incertitude, dans l'indifférence totale de beaucoup de personnes. C'est à peine même si certaines ne nous disaient pas qui les a envoyés là-bas, qui leur a dit d'aller là-bas. Ils ont eu ce qu'ils cherchaient. On a entendu même ça. Donc nous sommes restés dans ça. Et puis, c'est venu le jour de la restitution des corps. Je crois que c'était 5 jours après. 5 jours après. Ils ont organisé une façon... ce qu'ils ont appelé restitution des corps. Nous sommes allés à la mosquée Faisal. Il y avait des camions qui venaient faire descendre des corps. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire que les corps qu'ils ont gardés jusqu'après 5 jours, beaucoup de ces corps-là avaient commencé à pourrir. Les visages commençaient à être vraiment méconnaissables. Les corps qui sentaient. On était obligé d'enlever du linceul pour chercher une tache, une trace, un signe pour pouvoir reconnaître quelqu'un. D'où vraiment le manque de dignité dans le traitement des corps. C'est une chose aussi qui nous a marqué. Et le nombre de corps annoncés était inférieur au nombre de corps qui étaient là. Ils ont annoncé 57, mais il n'y avait pas entièrement 57 corps là-bas. Donc on ne savait pas si tous les corps n'ont pas pu être déposés à cause de la révolte qui a eu lieu là-bas.
Mais tous les corps n'étaient pas là. N'ayant pas pu retrouver le corps de mon frère là, nous étions obligés de partir au village, de partir à Pita, retrouver les parents. Mais là, Monsieur le Président, honorables assesseurs, je vous ai dit tantôt que le corps de mon petit frère a été vu sur l'esplanade du stade, avec d'autres corps alignés. J'en ai même une photo ici. Les corps là. J'ai pris le soin de mettre le nom de mon petit frère ici, le 4e corps, en partant de bas en haut. Le 4e corps, en partant de bas en haut. Donc, ce corps est en vue là, photographié et filmé. Mais ce corps-là a tout simplement disparu. Disparu. N'a plus du tout été retrouvé. En tout cas, pas parmi les corps qui avaient été exposés. Les personnes qui l'ont vu là m'ont dit qu'il a reçu un coup à la nuque. Je ne sais pas si c'est par arme blanche. En tout cas, c'est un coup à la nuque. Mais après, il est resté introuvable. Il a disparu. Ce qui fait que nous n'avons même pas une tombe où nous recueillir. Monsieur le Président. Nous n'avons même pas encore fini. Nous n'avons même pas encore fini notre deuil. On ne peut pas se recueillir. Ce qui nous reste de lui, c'est son souvenir. Un souvenir. Donc, je voudrais bien, Monsieur le Président, qu'on nous dise où se trouve le corps de mon frère. C'est bien une preuve qu'il a été tué. C'est également une preuve que son corps a disparu. Donc, n'ayant pas retrouvé de corps, ma maman qui m'a demandé de tout faire parce que j'ai été obligé de lui mentir. Puisqu'on n'a pas retrouvé de corps, j'étais obligé de lui dire que le corps de mon frère était dans un état tel que il ne pouvait pas être transporté. Mais
Elle m'a répondu, écoute mon fils, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mettez-moi ça dans des plastiques et envoyez-le-moi. Même si il est embouilli, envoyez-le-moi dans un plastique. Mais je veux le voir. Finalement, une fois là-bas, on était obligé de lui dire qu'on ne l'a pas retrouvé. De retour à Conakry, après les funérailles, je suis passé également devant la commission d'enquête internationale, notamment devant Mme Fatou Bensouda, quand elle est arrivée ici. Il m'a demandé de tout faire, d'être en contact avec le médecin légiste, même pour une prise de sang en vue d'une recherche ADN, en vue de retrouver le corps. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Je suis allé rencontrer le médecin légiste, Dr Hassan, et je n'étais pas seul. Il y avait d'autres victimes encore, à qui on a pris du sang. On a fait une prise de sang. On nous a dit que les échantillons là devaient être transportés dans un hôpital en France, à Lyon précisément. Et qu'au bout de quelques mois, on aurait le résultat. Ça, c'est après que les corps qui n'ont pas trouvé de parents aient été enterrés. Donc, plusieurs mois après, Dr Hassan nous a dit finalement, en tout cas, moi, personnellement, que le résultat était négatif, que parmi les corps qui étaient restés, qui ont été enterrés de façon anonyme comme ça, il n'était pas. Donc, nous sommes restés dans ça. Et puis, on a institué le pool des juges d'instruction. Et là, j'ai aussi été entendu. Bon. Je crois que j'ai pas tout dit, mais j'ai dit l'essentiel, Monsieur le Président. Vous avez fini? Oui, Monsieur le Président. On a terminé avec mon intervention. Votre jeune frère, vous avez dit, il s'appelle Elhadj Hassan Ba, c'est ça? Oui, Monsieur le Président. Elhadj Hassan Ba. Vous dites que ce jour, vous avez parlé avec lui jusqu'à un certain moment. Oui, jusqu'aux environs de 11h et quelques comme ça. Il a vu les militaires rentrer en tirant. Oui. Ça, il vous a dit tout ça au téléphone. Il m'a dit. Est-ce qu'il a pu vous dire le nom de certains militaires qu'il a pu reconnaître? Non, il ne m'a pas dit ça. Il ne m'a pas dit qu'il a reconnu un béret rouge à l'intérieur. Mais, sur l'esplanade quand même, il m'a parlé de Kéboro. Parce qu'il a vu. Il était présent quand colonel Kéboro discutait avec les leaders. Donc, il m'a, quand même, lui, il a vu là.
Vous avez dit que vous êtes venu vous-même, vous êtes venu à la morgue. Oui, Monsieur le Président. Et quand vous y étiez, des militaires sont venus vous chasser. Oui. Est-ce que vous avez pu reconnaître certains militaires? Bon, Monsieur le Président, je ne connaissais pas, moi, ces militaires. Je ne connais pas les bérets rouges. Je peux identifier personne. Cependant, ils étaient avec une autorité et que les gens appelaient le ministre de la Santé. Donc, ils vous ont chassé devant le ministre de la Santé. Oui. Oui. Et c'était qui, le ministre de la Le Santé? ministre de la Santé, je crois bien, c'était le colonel Chérif Diaby. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Wouribailo. Oui, Monsieur le procureur. Avec la permission du Président, permettez-moi avant tout de vous adresser mes vives et sincères condoléances pour tout ce qui est arrivé à votre jeune frère. Merci. À vous et à toute votre famille. Et à sa Merci. famille. Merci. J'ai juste quelques questions à vous poser, d'éclaircissement, Oui. concernant ce que votre jeune frère a eu à vous dire, ce que vous-même, vous avez eu à effectuer comme diligence dans la recherche de votre jeune frère, mais aussi en ce qui concerne la restitution des corps. Oui. Vous maintenez votre déclaration selon laquelle votre jeune frère vous a dit au téléphone que le colonel Moussa Tchekbourou était sur l'esplanade du stade. C'est bien ça. Oui, je le maintiens. Il était bien au stade. Et au cours également de votre conversation, ou en tout cas de votre entretien téléphonique, Oui. il a eu à vous dire, il a constaté 2 personnes, des gendarmes ont tiré et des personnes ont trouvé la mort. C'est bien ça. Bien sûr. Il m'a bien dit que les gens ils ont tiré, même sur le tas. Et 2 personnes sont tombées. Qui a tiré? Des gendarmes. Les gendarmes. Oui. Qui était avec? Il était avec le colonel Tchebo. Encore. Quand vous êtes allé à l'hôpital, vous dites vous avez constaté la présence des bérets rouges Oui. dans l'enceinte de l'hôpital, Oui. en compagnie avec le ministre de la Santé. Oui. Ils vous ont interdit l'accès À la mort. à la morgue. Tout à fait. Oui. Et ça, c'était le 28 septembre, Le 28. le même jour. Oui, le même jour, entre 16h et 17h. Dans vos déclarations, vous dites, au cours de vos recherches, vous avez eu à prendre attache, ou contact avec certains de vos frères Oui, militaires tout à fait. qui sont actuellement en service. Oui. Et dans le cadre de cette recherche, il vous aurait dit que certains manifestants sont interpellés et se trouveraient avec soit Tchekbourou ou Pivi. C'est juste. Oui. Et sur les lieux, quand vous et votre sœur, vous êtes déplacés pour vous rendre au camp, vous avez entendu des cris. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Oui. En fait, je précise que moi, je suis resté dans la voiture Ok. parce que je suis de mobilité réduite. Alors mes sœurs sont descendues pour aller. C'est elles qui m'ont rapporté
que dans chez Kéboro là-bas, c'est-à-dire vers la sortie du camp là-bas, que chez Pivi, j'entendais des gens qui étaient là, qui criaient au secours, aidez-nous. Elles aussi, elles ont crié pour aider, pour appeler notre petit frère. Et donc, si je vous comprends, ça veut dire non seulement ces gens ou ces manifestants avaient été privés de leur liberté, mais étaient dans l'enceinte et du camp et dans les cellules, ou sinon les geôles, du colonel Tchekboro et du colonel Pivi. C'est bien ça? C'est bien ça, monsieur le procureur. Dans votre déclaration, vous dites, après multiples recherches, sont restées vaines. Merci. Le jour de l'exposition des corps à la mosquée Faïsa, vous étiez sur les lieux? J'étais sur les lieux. J'étais sur les lieux, oui. Et vous n'avez pas vu le corps de votre jeune frère? Vous n'avez pas vu? C'est juste. Parlez, faites un effort, parlez dans le micro, s'il vous plaît. Bon, je disais que j'étais à l'esplanade de la mosquée. J'étais là au moment de la restitution des corps. Je maintiens qu'on n'a pas retrouvé le corps de mon petit frère. Et on a été même obligé, je vous dis, d'enlever le linceul par lequel les corps sont couverts pour rechercher des signes particuliers. Tellement que les corps étaient pétrifiés, pourris, si vous voulez bien. Donc, on n'a pas retrouvé. Donc, en état de décomposition. En état de certains décomposition. corps, avec un traitement inhumain. Inhumain, traitement inhumain, c'est indigne qu'on traite des corps humains. Certes, c'est des Donc, morts, mais ils méritent. Vous dites également que le nombre de corps déclarés officiellement, 57, Oui. ce nombre est supérieur au nombre de corps qui avaient été exposés à la mosquée Faisal. C'est bien ça? Non, j'ai dit plutôt que le nombre de corps annoncés, les 57, était inférieur. Le nombre de corps exposés était inférieur à 57 corps. La seule annoncée, les 57 corps. Tout à fait. C'est la contraire Il y ou avait pas? pas- Donc il y le avait nombre pas- de corps annoncés était supérieur Voilà. au nombre de corps retrouvés. D'accord. Donc, toujours dans le cadre de la recherche, parce que pour faire votre deuil, jusqu'à la dernière minute, il faudrait au moins que vous ayez un corps, voir le corps de votre enfant. Tout à fait. Vous vous êtes prêté à un test ADN. Tout à fait. Et les résultats de ce test sont arrivés négatifs. Tout à fait. Pour dire que les échantillons emportés au laboratoire, il n'y en avait pas celle de votre jeune frère. Tout à fait. Ça veut dire qu'il a disparu. C'est ça, monsieur le procureur. Quelqu'un a disposé de son corps. Tout à fait. Du courage. Merci, monsieur le C'est sous procureur. cette réserve, monsieur le Président, je vais laisser la parole. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Maître Ba, je viens à la suite de mon collègue pour vous réitérer les condoléances du parquet. Merci. Nous comprenons que vous êtes sous le poids de l'affliction, de la consternation, vous et toute votre famille. Je vais vous poser peut-être une ou deux questions. Merci. Oui. Vous dites que vous étiez venu à Ignace Dine, Oui. à la morgue. Oui, monsieur le procureur.
Et vous avez vu beaucoup de corps? Non, à Ignace Dine, Oui. non. Non. À Ignace Dine, il n'y avait que des blessés. D'accord. Et pas même beaucoup. D'accord. Ouais. Mais il y avait une dizaine quand même qui étaient admis Et à aux Donka? urgences. Mais à Donka, ce que je vous dis, c'est que